Et coucou, c'est Mathilde, Et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy, Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. This is the end, Putain, c'est pour ça. my only friend, the end. D'accord, donc vraiment le mec a tenu à introduire ce podcast et je viens de comprendre pourquoi. En fait, j'adore les Rolling Stones, c'est pour ça que j'aime bien chanter Bien cette sûr. chanson. Tout à fait. Allez, Mais non, c'est pas les Rolling Stones, Mathilde. c'est pas grave. C'est les Beatles. Ah ouais? Mais Et non. non, Mathilde. Mais non. C'est les Doors, Mathilde. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, nous nous disons au revoir Au revoir. pour les vacances d'été. C'est un petit au revoir, tranquille. Mais c'est ainsi que s'achève cette première saison du Militant Psy. Quelle saison? Voilà, donc aujourd'hui on va débriefer et on va répondre à Beaucoup de vos vos questions. questions. On vous a sondé un peu sur Instagram. Vous avez eu plein de questions et des questions trop chouettes. Donc, on va essayer d'y répondre. Bah, c'était un vrai pari pour nous de faire ce podcast. C'était un gros projet, effectivement. C'est lui qui a donné le nom de Militant C'est Psy, vrai. etc. Est-ce que c'est un pari réussi? Je crois Ouais, bien que oui. Ouais. Moi, j'ai pris énormément de plaisir cette saison. C'est un vrai plaisir d'avoir fait ce podcast. Ça m'a plu, Ouais, et puis je trouve que ça nous a permis aussi d'être plus... nuancé. Ouais, et enfin oui, t'as plus de temps de parole, donc tu peux vraiment préciser tes propos, Ouais. tes pensées, d'être même peut-être un peu plus nous-mêmes. Ouais, plus clair, plus authentique Voilà. encore, plus accessible. Et donc sur ça, c'était cool. Et puis ça nous a permis de rencontrer plein de Ah gens ouais. super chouettes Ouais, ça c'était cool. et de discuter avec plein d'entre vous. Et franchement, ben, c'était hyper enrichissant, même pour nous, en fait, de faire... C'est quoi ton épisode préféré? Compliqué cette question. Il y a des épisodes cool que j'ai vraiment aimé faire parce que c'est des chouettes moments avec toi, comme celui sur la routine ou le small talk où je me suis régalé parce que c'était des moments de complicité aussi à deux Ouais. où on parle un peu d'autres choses et donc c'était chouette et j'aime bien voir ça. Des épisodes géniaux que j'ai adoré aussi parce que moi j'adore apprendre des choses et tout ça donc j'ai adoré tous les épisodes avec Andrea Besconte, avec Violaine de Philippe Sabat, avec Tiffen D. C'était chouette. Celui avec Olivier Dodier aussi, je me suis régalé parce que là, pour le coup, ça m'a vraiment confronté à des nouvelles choses que je connaissais moins et tout ça. En fait, je crois Moi, que je crois j'ai vraiment pris que du plaisir. l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est celui avec Tiffen D. Ouais. Genre, j'ai mis vraiment du temps à m'en remettre même. Enfin, Ouais, tu toi, vois, ça t'a genre, vraiment, il m'a vraiment, bouleversé, ouais. il m'a brassé, tu vois ce que Mm. je veux dire. Je pense que c'est vraiment l'épisode qui m'a le plus impacté, Ouais, même en termes de rencontres et tout. ouais, je comprends. Il a été, voilà, c'est celui qui a été vraiment le plus bouleversant pour moi, en fait, je pense. Mais après, franchement, globalement, je me Ouais, suis quand même, j'ai adoré tu vois, je me suis quand même régalée, qu'on quoi. ait pu faire passer avec des amis. Moi, je pense à Cassandra et Margot, c'était des chouettes épisodes aussi. Non, c'était trop cool. Ouais. Et donc, C'était en fait, trop je crois chouette. que j'ai beaucoup aimé quand on recevoir des invités. En fait, j'aime tous les épisodes pour des trucs précis, je pense. Ouais, il y en a qui sont vraiment Ouais. plus sociétales Sociétaux. et sociétaux, c'est bien aussi. Et d'autres vraiment très centrés psycho. Et je pense que ils sont très théoriques, mais je pense que quand tu es étudiant en psycho ou que même tu es Ouais, où tu veux pro, apprendre. même patient ou quoi, je pense que c'est pas mal pour la psychoéducation. Bref, donc on est vraiment content d'avoir pu vous diffuser le plus d'infos possible. Ce n'est que le début. La prochaine saison s'annonce aussi riche a priori, Ouais. puisqu'on devrait avoir un épisode sur les troubles du sommeil avec une experte dans le domaine. Un épisode sur le TDAH aussi qui nous a été beaucoup demandé aussi avec une experte dans le domaine. Et puis après plein de surprises. Mais Edith Préto d'ailleurs par rapport à notre dernier épisode pour ceux qui ont suivi. nous a contacté, non pas du tout. Depuis, grâce à vous d'ailleurs. Non, on a plein de. En fait, on a encore envie de faire plein de choses pour Oui, démocratiser on a la santé encore plein de mentale, trucs à pour faire. qu'on en parle Mais c'est infini de mieux. toute façon la santé C'est ça. mentale. Ici, j'ai oublié un épisode dans lequel je me suis régalé. C'est l'épisode aussi avec Nicolas Rento. Ah ouais, c'était Sur la fun. réhab. Ça, c'était vraiment trop cool. Ouais. Non, mais vraiment, globalement, ça a été beaucoup de bons moments. Et du coup, on a très, très hâte de le faire continuer, aussi pour la saison 2. Et puis, en 2025, du coup, il y a des projets qui s'amorcent quand même, qui vont être sympas. On vous en dit pas plus, mais je pense qu'il y a plein de trucs cool qu'on va mettre en place, toujours dans la même optique, qui est vulgariser, donner de l'info, de la bonne info. Scientifique et toujours avec cette grosse touche parce qu'on n'est plus sur de la touche là je pense de militantisme, de féminisme etc.
Et merci de nous avoir écoutés jusque-là vraiment d'ailleurs. aussi. On en a déjà un peu parlé sur le dernier épisode, l'avant-dernier épisode, mais on a une chance incroyable de pouvoir faire ça. On se sent vraiment privilégié et chanceux. Et vraiment, merci pour ce que vous nous apportez. Merci de nous soutenir. Merci de veiller aussi sur notre compte. Parce que c'est chouette d'avoir des retours bienveillants aussi quand on peut sortir de certains sujets, quand on fait des erreurs ou des choses comme ça. Merci. Vraiment, merci. C'est un vrai plaisir. C'est vraiment fou de pouvoir nous dire que on peut vivre tout ça en tant que psychologue. C'est un truc vraiment chouette. Belle communauté, je trouve. C'est ça. Et puis on a eu beaucoup de retours de professionnels aussi qui nous. Ça faisait vraiment partie de nos craintes quand on a commencé. Et les retours de professionnels, c'est vraiment touchant. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Et ça nous donne la force aussi de continuer à aller dans tout ça. Et ça nous motive aussi à rester dans cette rigueur qu'on se inflige, j'allais dire, comme maintenant qu'on se donne dans notre métier. Qu'on s'inflige. On se flagelle avec cette rigueur scientifique. Mais non, mais c'est vrai que c'est une exigence qu'on a dans notre métier et qui est intense, mais qui nous semble indispensable au vu de la responsabilité qu'on a dans nos métiers. Oui, c'est toujours pareil, c'est une question d'éthique et on s'y tient. On fait des métiers super chouettes, mais on a aussi des devoirs face à ce métier, donc c'est normal. C'est vrai que c'était une vraie crainte pour nous, être psy sur les réseaux, faire un podcast. Je crois que notre plus grande difficulté, c'était le jugement par rapport à nos pairs, qu'on a outrepassé depuis, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que finalement, on n'était quand même pas d'accord avec tout le monde. Mais on est hyper heureux de voir que ça valait le coup de prendre ce risque-là et de vous proposer tout ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour vous remercier, on vous donne la parole. T'avais trop envie de dire ça, toi. On vous donne la parole. Non, mais voilà. En tout cas, on va répondre à vos questions. Franchement, on en a reçu pas mal. Et merci d'ailleurs de vous être investis comme ça. Mais du coup, on a dû les sélectionner. Donc, parce qu'il y a certaines questions qui demandent beaucoup de temps. Donc, du coup, c'est oui, il y en a où vraiment ça mériterait d'y dédier des épisodes entiers. Donc, ça viendra. Mais on a essayé de prendre celle qui revenait le plus. On vous dira celle qui est revenue le plus, parce que c'est très drôle. Il y a des questions un peu plus personnelles, je dirais. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très friand de parler de nos vies perso. Enfin, moi, plus particulièrement par rapport à Loïc. Mais c'est un bon exercice, je trouve. Et c'est OK. Genre, challenge accepté. Alors, la première, c'est est-ce qu'un psy peut avoir des troubles psy et quand même bien faire son métier ? Oui. Direct, oui. Oui, mais. Je dirais, c'est un oui, mais. Oui, parce que, en fait, penser que les psys sont épargnés par la vie et par les psychopathos, c'est un mythe. C'est faux. Je pense qu'en plus de ça, les métiers de psy attirent des gens aussi qui sont pas forcément bien et qui se posent des questions sur eux. Et comme tous les métiers attirent, voilà, c'est normal. Mais c'est important d'en avoir conscience et de travailler sur soi, en fait. Ou de savoir que peut-être ça peut occasionner certaines limites dans certaines prises en charge. Après, ça n'empêche pas du tout d'exercer ce métier. Parce que, voilà, comme tu dis, on n'échappe pas à ce genre de choses. Il faut juste être conscient de ça parce que pour certaines prises en charge, par exemple, ça peut être plus compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple ? Les gens avec troubles anxieux, c'est le bon exemple, je trouve. Non, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai déjà eu des troubles anxieux, toi aussi. C'est plus le cas aujourd'hui, mais alors c'était avant que je sois psychologue. Moi, je trouve que le fait d'être passée par là, ça me permet quand même vraiment de comprendre ce que vivent mes patientes, même si je pense pas qu'il faut tout vivre pour tout comprendre. Ça, c'est un mythe aussi. Enfin, c'est comme les gens qui vous disent vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez pas comprendre. Je pense pas, en fait. Je pense qu'il y a la science et qu'après, le reste de la vie perso. Mais qu'à contrario, ça donne quand même peut-être un accès de compréhension un peu plus personnel. Et après, moi, par exemple, maintenant, je pense que c'est connu parce que je crois que je l'ai déjà dit une ou deux fois durant toute cette saison. Mais moi, par exemple, j'ai un TDAH, donc ça m'a amené son lot de difficultés sur plein de choses qui a fait que j'ai dû notamment aménager mon emploi du temps, faire des choses comme ça, apprendre à ne pas couper la parole. Pour tous ceux qui sont suivis par moi, ça m'arrive encore de couper la parole. Je suis rarement à l'heure, une gestion du temps parfois un peu approximative, mais ça pour le coup c'est ok et ça m'empêche pas, je pense, de bien exercer mon travail et mon métier. Voilà. Moi, si je prends l'exemple de l'anxiété sociale, si j'avais pas guéri mon anxiété sociale et surtout si j'avais pas été aussi loin dans le travail sur ça, parce que j'ai vraiment été chercher les derniers trucs là qui me restaient, je pense que ça aurait pu poser problème dans les prises en charge parce que donc dans les travail autour des troubles anxieux, il faut quand même pouvoir travailler sur l'acceptation de nos émotions et donc l'exposition à des situations qui sont désagréables.
Et aujourd'hui, je ne pourrais pas aider mes patients à faire des expositions si moi-même, j'en étais pas capable. Ça, c'est des règles qu'on se fixe. C'est que les outils qu'on propose, c'est des outils qu'on sait quand même imposer à soi-même, utiliser pour nous-mêmes. Et donc, c'est important quand même de repérer quand on peut être limité parce que le psy, dans une psychothérapie, peut être un frein aussi à l'avancée dans les thérapies. Donc ça, il faut qu'on en soit conscient. Et d'ailleurs, c'est un des principaux freins dans les thérapies des troubles anxieux, c'est le psychologue en lui-même. Parce que justement, il ne va pas oser aller exposer son patient ou aller mettre des choses en place avec son patient parce que lui-même, c'est capacité de pas en s'exposer, sécurité. Donc, il faut juste être conscient de ça. Et soit, du coup, ne pas prendre en charge certaines choses, se prendre en charge en même temps. On s'est déjà fait suivre. Oui. J'ai déjà eu des psychologues du coup suivi pour des trucs spécifiques et c'est normal. Ok. Et après, c'est une illusion de penser qu'on peut être complètement neutre de son vécu. On accompagne les gens avec qui on est. Moi, je sais que je suis plus touchée par certaines histoires que par d'autres. Et c'est normal, ça veut pas dire que j'ai pas le même niveau d'empathie. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui vont plus me brasser que d'autres. Et c'est OK. En tout cas, pour ma part, je suis pas devenue psychologue engagée contre les violences faites aux enfants et aux femmes pour rien. Donc, ça guide ma pratique. Et c'est important de le savoir, en fait. On travaille avec nous, on est notre propre outil. Je pense pas que notre vécu soit un frein à être non, pas du tout. Un bon psychologue. Pas du tout. Je pense que ça veut rien dire. Je pense juste par contre que c'est hyper important d'avoir pas mal de feedback sur soi en fait. Ouais, c'est ça, d'avoir une bonne conscience un de bon ce qui se passe. insight et d'être en capacité d'analyser aussi ce qui se passe en nous et de se prendre en charge quand c'est nécessaire. Et ça, il faut être conscient de ça. C'est vrai c'est des professions qui sont à risque quand même, parce qu'on est exposé à des choses difficiles régulièrement. On est aussi exposé à plus de risques d'épuisement professionnel. Donc, il faut être conscient de ça et ne pas oublier aussi de se regarder un peu vers soi. Mais d'ailleurs, les thérapies scientifiques qui proposent des analyses fonctionnelles, elles proposent aussi des regards vers soi pour voir aussi quelle influence on peut mettre dans le problème. Et c'est un truc sur lequel, normalement, on est exercé à faire quand on travaille sur des psychothérapies scientifiques. Donc voilà, si c'est une inquiétude dès que vous êtes psychologue ou que vous allez devenir psychologue ou profession dans le soin, continuez, mais par contre, ne négligez pas votre santé mentale. Oui, c'est important. Alors, il y a une question, c'est peut-on être dépressif toute sa vie Oui, on peut, mais c'est un peu abrupt comme réponse. Non, mais oui, mais parce qu'on ne prend pas en charge. On se prend pas en charge. Ouais. Alors, c'est une question difficile parce qu'il faudrait prendre du temps pour comprendre ce que la personne voulait dire et quelle était l'inquiétude derrière. Déjà, la première chose, c'est que la dépression est une maladie qui se soigne. Donc, on peut avoir fait un épisode dépressif et guérir de dépression. A contrario, on peut tout à fait guérir de dépression. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire des dépressions et qu'elles se résorbent d'elles-mêmes. Ça, c'est bien identifié dans la littérature et d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent. Ou alors, elles se résorbent aussi en pensant qu'on a fait une psychothérapie efficace, mais en fait, c'est le temps qui a résolu l'épisode dépressif et pas autre chose. Et on sait qu'une dépression qui n'a pas été soignée, il va y avoir des symptômes résiduels chez la plupart des personnes qui risquent de faire rechuter une dépression. Et donc, c'est ce qui peut avoir cette sensation de donner une espèce de sensation de dépression chronique. Et c'est souvent parce qu'en fait, ce n'a pas été bien pris en charge. Par exemple, j'ai un épisode dépressif, notamment associé à un processus de rumination très intense, avec des pensées autodévalorisantes, par exemple. Ma dépression se résorbe, mais ce processus de rumination est toujours là. C'est-à-dire que je vais mieux, mon humeur va mieux, parce que y a tout un contexte autour de moi qui a bougé, évolué, ou que le temps a fait son effet. Mais en fait, j'ai toujours ce processus de rumination avec ces pensées autodévalorisatrices. On sait que ce processus-là, c'est un facteur de risque pour faire des rechutes dépressives. On sait aussi que plus on fait des rechutes dépressives, plus on est sujet à faire des rechutes dépressives. Et c'est ce qui peut conduire et donner cette sensation de dépression chronique qui pourrait durer toute la vie. Mais ça, c'est juste le signe d'une mauvaise prise en charge ou d'une non-prise en charge d'une dépression. Et c'est pour ça que c'est important d'aller consulter au moindre symptôme dépressif qui aurait duré. Voilà. C'est important aussi de ne pas arrêter une psychothérapie en cours dès lors qu'on se sent un tout petit peu mieux. Et c'est important aussi que les professionnels de la santé mentale puissent rechercher en fait les processus qui entretiennent les dépressions pour aller cibler ces processus-là spécifiquement pour éviter le risque de rechute dépressive. Ouais, ça, c'est vraiment c'est important. Et puis aujourd'hui, les modélisations aussi sur les troubles dépressifs sont plus sur des modèles
anxio-dépressif, et donc il ne faut pas négliger aussi qu'il y a souvent des troubles anxieux derrière qui font rechuter. Et le stress, l'anxiété, c'est un facteur de risque de rechute. Donc voilà. Donc, la dépression, oui, elle est souvent en lien avec des processus quand même où tu retrouves souvent des troubles anxieux associés, des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'il faut. En fait, c'est ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Donc rien n'est perdu si vous avez la sensation de souffrir d'une dépression chronique ou qui revient régulièrement. Il faut juste pouvoir en parler et essayer d'aller trouver donc tous les éléments qui font rechuter. Voilà. Message à garder, la dépression, ça se guérit. Oui, on peut guérir d'une dépression. Comment ne pas considérer, justement, on est dans le même registre, comment ne pas considérer une prise antidépresseur comme un échec et comment s'en défaire? Déjà, moi, je pense qu'on peut dire que prendre un médicament alors qu'on est en train de faire une psychothérapie, c'est pas un échec. Nous, en fait, après, nous, on suit les recommandations de la Haute Autorité de Santé. On fait passer des échelles, nous, en entretien, qu'on appelle la BDI 2, qui mesure l'intensité des symptômes dépressifs. Et on sait qu'à partir d'une intensité modérée, ce qui est conseillé, c'est la prise d'antidépresseurs alliée à une psychothérapie. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, en fait, il faut vraiment le voir comme une béquille, un allié qui va peut-être même favoriser, aider la psychothérapie. C'est-à-dire que ce sera peut-être un peu plus simple que sans. Ça veut dire aussi qu'on peut faire sans, mais que c'est préférable de faire avec quand c'est possible. Franchement, les médicaments, ils sont pas à diaboliser. La santé mentale, c'est quand même la seule santé où on se pose la question parfois des traitements, alors que quand il s'agit de santé physique, si tu as besoin d'un plâtre pour ta jambe, tu vas pas te dire non, c'est un échec si je mets pas mon plâtre. Quoi. J'ai un exemple que je donne souvent à mes patients quand on évoque cette question-là. Il faut le voir un peu comme une piscine. Et donc, c'est comme si en fait, je vous lançais dans une piscine et que vous ne saviez pas nager, que vous vous débattiez pour essayer de survivre, et que moi, je faisais la psychothérapie en vous donnant des petits outils, mais en fait, vous êtes déjà en train de débattre pour votre survie, tout ça. Donc, il faut voir l'antidépresseur comme la frite qu'on vous lance. Ça vous permet de vous maintenir, ça ne vous apprend pas à nager, mais ça vous permet de vous maintenir. Et ensuite, on va développer des techniques, on va développer une vraie prise en charge qui va vous permettre d'apprendre à nager et petit à petit de retirer cette frite. Et c'est pas un échec que d'avoir eu besoin de cette frite. C'est parfois nécessaire, parfois vraiment très utile. Ça fait gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc, et puis franchement, en fait, c'est un temps. La prise d'antidépresseurs, c'est minimum 6 mois en général. Mais en fait, ça peut durer que 6 mois, par exemple. Ouais. Ça, il faut en discuter avec son médecin. Il faut en discuter, voilà. On tient aussi à repréciser qu'on n'arrête pas un antidépresseur tout seul. On se fait accompagner, ça doit s'arrêter progressivement, c'est très important. Il y a des gros risques de rechute. Sinon, il y a des gros risques de rechute. Mais mis à part ça, en fait, un antidépresseur, c'est une aide supplémentaire et c'est tout. C'est ni un échec, ni à voir comme quelque chose. Et puis, il n'y a pas de dépendance avec les antidépresseurs. Non, c'est vraiment des molécules très chouettes, surtout les nouvelles générations. C'est des molécules qui fonctionnent bien. Donc voilà pour un peu cette question. On avait dit qu'on répondrait court à chaque fois, mais on n'est que à la 3e. C'est une question qui est revenue extrêmement souvent. Pouvez-vous devenir ami avec des patients? C'est compliqué comme question parce que oui et non. Moi, j'ai jamais eu de patiente avec qui ou patients avec qui ça a été, c'est devenu des amis derrière. Par contre, il y en a, ça aurait clairement pu devenir des amis derrière. Tu le sens quoi. Tu sens que il y a vraiment des atomes crochus, que vraiment. Sur les mêmes valeurs. Voilà, des valeurs qui sont. Tu rigoles, quoi. Je veux dire, même en thérapie, c'est fun, quoi. Tu vois. Mais moi, ça m'est pas encore arrivé. Après, le but, c'est quand même de nouer des relations qui sont censées être thérapeutiques et qui doivent rester thérapeutiques. Mais il peut y avoir des exceptions, peut-être. On en parle un petit peu dans le podcast sur l'Alliance thérapeutique. Il y a clairement des patients avec qui on se dit tiens, mais maintenant que c'est fini, j'aimerais vraiment créer autre chose. Parce qu'ils sont cool et tout ça. Et en même temps, la relation thérapeutique est une relation particulière. Et c'est vrai que aussi, par exemple, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une rechute ou des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être cool de quand même garder son psychologue aussi en rechute à un moment donné. En fait, c'est des questionnements. C'est compliqué. On est à la limite entre des croyances et des choses qu'on se fixe, je pense, mais qui n'ont jamais été prouvées ou réfléchies. C'est un peu de l'ordre du principe. C'est des grands principes qu'on a fixés, mais aussi pour protéger à la fois le psy, mais aussi les patients, parce que c'est pas anodin comme relation, comme on disait, donc il faut pas qu'il y ait ce phénomène aussi de gourou ou de je suis cette personne parce qu'elle m'a aidé ou tout ça, et qui est pas à la base des amitiés logiquement. Donc je pense que c'est des principes pour protéger. Après, en soi, je pense qu'il n'y aurait, c'est dans une relation saine, équilibrée, avec des gens qui fonctionnent bien, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis si derrière, après, il y avait une autre relation qui se Là, c'est difficile parce qu'on est vraiment hors science et tout ça. Là, on partage vraiment, nous, notre point de vue. Ça dépend du notre suivi, avis. Je pense que c'est important de ne pas être rigide
avec des principes. C'est ça. Du coup, moi, je pourrais jamais dire non, je ne deviendrai jamais amie avec une patiente. Moi non plus. Je pourrais pas le dire parce que je sais pas en fait. Mais ça m'est pas encore arrivé. Par contre, ça m'est déjà arrivé de me dire, elle était sympa. Elle aurait pu être une amie, quoi. Enfin, ça aurait pu devenir quelqu'un avec qui je me serais bien entendue. Enfin, sans être dans une projection de fou, mais... Oui, mais ça, on le sent d'ailleurs des patients avec qui on a envie d'ailleurs de... Et ça peut être difficile quand on est en fin de suivi d'ailleurs. On a envie de dériver sur d'autres sujets, mais il faut rester sur ce qu'on est en train de travailler, tout ça. Ouais, c'est des questions. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est des principes, des grands principes qui sont fixés, qu'on se répète entre nous. Est-ce qu'il y a vraiment une idée? C'est compliqué de répondre à cette question, je crois. Moi, personnellement, dans mon métier, par contre, j'ai déjà une personne que j'ai suivie et sur laquelle je me retrouvais parfaitement sur le plan professionnel et avec qui j'ai pu collaborer, avec qui je collabore encore. Voilà, mais parce que c'était dans un contexte donné, une situation particulière et que ça marchait très bien. Donc, en fait, voilà, je ne suis pas fermé à ce genre de choses et il faut savoir juste faire la part des choses. Et quand les personnes savent le faire, ça marche très bien. Est-ce qu'il faut consulter ou pas quand on ne sait pas ce qui ne va pas? Et du coup, sur quoi on travaille quand ça commence comme ça? C'est rare, hein, les gens qui arrivent en consultation avec une problématique ultra précise, où ils ont déjà leur diagnostic et leurs objectifs déjà posés. Ça n'arrive jamais, en fait. Ouais, ou qu'ils ont déjà réussi à bien comprendre comment ils fonctionnaient. En fait, ça, c'est notre rôle de venir identifier. En fait, le seul critère, c'est la souffrance. Si ça va pas et que tu es en souffrance, ben oui, va consulter. Après, le pourquoi ça va pas et ce que tu veux pour toi et tout ça, ça se travaille directement en thérapie. Et la souffrance, c'est la souffrance que vous ressentez. C'est pas genre, ah, mais oui, mais je ressens ça, mais il y a des gens qui souffrent plus que moi, peut-être. Oui, ou c'est pas normal de ressentir ça. Non, donc... alors que j'ai ça et ça dans ma vie. Et tout ça. Non, en fait, tu en souffres, même si tu as tout qui te fait penser que tu devrais pas être mal. Non, bah, si tu es mal, tu viens consulter. Et comme on dit à chaque fois, plus vite tu consultes, plus vite ça marche, plus c'est efficace et plus vite t'en sors. Donc ça, c'est notre rôle après si vous savez pas exactement où aller. Est-ce qu'on a un avis sur le parcours Mon Psy? Oui, on a un avis. On a un bel avis, on a un bel avis, bah, on pense que c'est pas pour rien qu'on l'ait tous boycottés, en fait. Je pense qu'il faut écouter les psys. À un moment donné, quand 98% des psys boycottent un dispositif, c'est qu'il y a un problème. On est pour le remboursement. On est pour le remboursement, sachez-le. Ça, ouais. Mais on est pour un remboursement à la hauteur du travail qu'on fournit. Donc, pour protéger parce qu'en fait... non, on refuse de travailler à 30 € la demi-heure. 21 € ensuite, c'était? Non, c'est pas ça. Je sais plus ce que c'était, mais donc les rémunérations étaient pas à la hauteur des Oui, il y du avait un travail problème de rémunération déjà des psychologues. On ne pouvait pas faire de dépassement d'honoraires en plus. En fait, il faut vraiment comprendre que nous, il y a effectivement la consulte qu'on fait en séance avec les patients, mais il y a tout l'autour. En fait, tous les moments où on code des échelles, les moments où on se replonge dans les dossiers, les supervisions qu'on s'impose aussi pour justement débloquer des suivis pour lesquels parfois on se sent un peu perdu, les formations qu'on engage pour rester à jour, nos temps de lecture. En fait, c'est énorme le travail que ça demande et parfois pour 1 heure de psychothérapie derrière, il y a quand même parfois plusieurs heures aussi de formation où on se questionne, où on fait des intervisions. Donc en fait, une fois de plus, c'était pas un dispositif qui valorisait le métier et qui était en plus bien pour les patients parce que il était excluant de plein de pathologies. Voilà. C'était limité en séance. Il fallait d'abord passer par un médecin. Au niveau du secret professionnel, ça posait aussi question. En fait, nous, on est pour le remboursement, mais sur la même base qu'en Belgique, par exemple, où les psychologues sont remboursés 70 € de l'heure et ils ne sont pas obligés de passer par un médecin généraliste. Et il n'y a pas de limite de séance, en fait. Je pense que c'est important de réformer plein de choses sur la formation des psychologues et des choses comme ça. Oui, parce qu'il y a un problème de formation aussi. Mais c'est très important aussi que les psychologues gardent leur liberté. Et les statuts que proposent en fait ces remboursements sont des statuts aussi donc plutôt qui vont dans le paramédical et qui ne correspondent pas à l'exercice du métier de psychologue, qui est une profession à part, mais aussi à part entière dans le monde de la santé. Donc c'est beaucoup de réflexions et autour de tout ça qu'il faut aller nourrir. Mais voilà, c'est un dispositif qui a été créé par des gens qui ne sont pas sur le terrain, mais comme d'hab, qui ne connaissent pas la réalité du métier de psychologue. Demain, nous, on va être très concret, demain, on adhérait au dispositif. Il y avait 2 solutions. Soit on fermait le cabinet, parce que financièrement, en fait, ça ne marchait pas. Et que, en fait, oui, ça reste des entreprises, on ne va pas mentir. Soit on faisait à la chaîne. Et on faisait moins, surtout, on faisait moins bien. On faisait moins bien. Oui, mais en fait, quand tu fais à la chaîne, tu fais moins bien, de toute façon. Et moi, c'est hors de question que, 1, je m'épuise, au point de faire à la chaîne, et 2, que je propose des suivis qui ne sont pas raccord avec mes valeurs.
Enfin, sinon, c'est pas bon pour nous, pour les c'est patients, bon pour mais personne. pour la société. Parce que du coup, on donne de l'argent dans le vent. En fait, Bah oui. c'est une perte d'argent aussi pour l'État. Il vaut mieux mettre effectivement les moyens, mais que ça soit efficace, que d'injecter de l'argent dans des dispositifs qui sont coûteux pour la société, mais qui en plus ne sont pas efficaces et donc il n'y aura pas de retour sur cet investissement. Oui, et puis c'est toujours la même chose de revoir les coûts à la baisse. Et en fait, c'est une vision à très court terme, comme d'habitude. Voilà. On sait que si on investit sur la santé mentale des gens et qu'on leur propose des bonnes psychothérapies, en fait, on va faire forcément des économies sur les traitements médicamenteux. Il faut savoir qu'en France, surtout, on est quand même le plus gros consommateur d'antidépresseurs d'Europe. Donc, en fait, on va faire des économies sur plein d'autres choses, sur les hospitalisations, à temps complet, sur les demandes d'AH pour certaines pathologies qui auraient peut-être mieux évolué si ça avait été mieux pris en charge, sur plein de choses en fait. Et du coup, comme d'habitude, c'est des décisions politiques à court terme où ce qui est mis en avant en fait, c'est le côté financier. Et le problème, c'est que en fait, on peut pas demander à des professionnels de la santé mentale de se tuer au travail. Enfin, c'est complètement anti. De bousiller leur santé mentale. Et de pas se rémunérer pour un travail qu'ils font avec toutes les formations que ça demande aussi. Parce qu'en fait, un psychologue, c'est minimum 5 ans d'études. Et en général, je l'espère, la majorité continue de se former derrière. Donc voilà, c'est un peu notre avis. Quoi. Donc non, on serait pour le remboursement, un remboursement à la hauteur des exigences de nos métiers et avec une protection pour le patient de sa confidentialité, du nombre de séances qu'il a besoin. Parce que ça aussi, pareil, même si on fait des thérapies efficaces, d'une personne à une autre, on peut pas, ça ne va pas être le même temps. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas quantifier la santé mentale comme la médecine. C'est pas possible. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on se positionne contre ces dispositifs pour l'instant. Mais s'il y a un député qui nous écoute, s'il y a des politiques qui nous écoutent, chaque fois, lui, avec grand plaisir, si vous connaissez des personnes comme ça, avec grand plaisir, on a plein de gens qui en parleraient très bien et qui feraient très bien ça. Donc si vous voulez faire remonter des choses, avec plaisir qu'on en discute. Est-ce que ce n'est pas relou d'être confronté à des problématiques tous les jours? Alors, est-ce que c'est pas relou? On lit vos questions. Non, c'est pas relou. En fait, c'est notre métier. C'est comme si vous demandiez à un médecin, est-ce que c'est pas relou de soigner des maladies tous les jours? C'est son métier. Enfin, je pense qu'il y a des moments où c'est plus énergivore que d'autres. Il y a des moments où on est plus touché que d'autres, il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres. Mais en fait, on a fait ce métier pour écouter aussi des problématiques. Enfin, de toute façon, on le sait, quand on devient psychologue, c'est rarement pour voir des gens qui vont bien. On voit des gens qui vont mieux. Enfin, c'est ça aussi, c'est que il faut se dire que il y a beaucoup de choses compliquées, des histoires difficiles, mais on a aussi des évolutions positives, des patients qui vont mieux. Donc non, c'est pas. Enfin moi de mon point de vue. Il faut en être conscient. C'est pas facile. Il y a des moments où il faut avoir un regard sur soi et se préserver. Mais non. C'est avec plaisir qu'on fait ça. C'est souvent ça quand mes patients ou mes patientes pleurent en disant je suis désolé, j'ai pleuré encore. Je leur dis ouais, vraiment, c'est horrible parce que j'aimerais d'ailleurs la prochaine fois que vous ne me parliez pas de vos problèmes parce que vraiment, ça m'agace énormément. En disant, en fait, non, tout va bien, c'est normal et vous êtes là pour ça et vous avez déjà peu d'espace dans votre vie pour le faire, donc faites-le, usez-le et c'est aussi de poncez-le. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous respectez totalement le secret pro ou est-ce que parfois, non? Et il mettait entre parenthèses, parler à ses proches, par exemple. En fait, on parle des histoires, mais on parle pas des personnes. C'est ça. Donc le secret pro est toujours ça, c'est un point d'honneur qu'on a et c'est d'ailleurs un des fondements de la relation thérapeutique et de nos métiers. On ne délivre jamais nom, prénom. D'ailleurs, on modifie souvent certains éléments quand on donne par exemple, si on donne un cours ou si on est en intervision et que les personnes sont susceptibles d'être dans les mêmes villes, surtout les petites villes et choses comme ça, on va modifier certains aspects pour que ça soit plus clair. Mais donc ça, oui. Mais après, on parle des histoires. Ouais. Vous n'êtes pas identifiable, en fait. C'est ça. Voilà. On ne dit pas « Oh, tu sais pas, j'ai Marlène Intel, elle fait ça, ça, ça. » Non, on va plus dire « Tiens, mais j'ai une patiente, voilà, ça c'est son histoire. » ou des trucs comme ça. Voilà, ça va être plus des choses comme ça. Donc, jamais l'identité d'une personne n'est révélée. Est-ce qu'un psychologue peut-il se contenter de son master pour exercer? Non. Ouais, on pourrait se nuancer sur cette question, mais en fait, pourtant, je pense, issu d'un master qui est vraiment très bon et très formateur. Mais même celui-ci, et j'en connais un autre qui est très très bon encore, mais que j'ai pas fait, mais que d'autres ont fait, ça suffit pas. Non, mais en fait, dans la mesure où ça évolue tout le temps, ça peut pas suffire, c'est pas possible. Enfin, même si tu as un super master, en fait, tu vas être super bien formé 6 mois, 1 an peut-être. Ouais, non, mais même en fait,
Ça, c'était peut-être vrai il y a 10 ans. C'était peut-être vrai il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, même en sortant du master, même en sortant du master le plus pointu, la psychologie est tellement dense, tellement Mmh. complexe, tellement tout que ce n'est pas suffisant, 5 ans, et encore en réalité vraiment 2 ans, parce qu'on Oui. se professionnalise vraiment au bout du master pour acquérir tout le savoir et toutes les compétences. En plus, ça reste quand même, en master, on voit tout, c'est très Ouais. généraliste et même si on veut se spécialiser et cetera, parce qu'en fait, c'est une pareil, il y a beaucoup d'illusions, mais il y a encore une illusion de se dire qu'on peut être expert de tout. Non, c'est plus C'est pas possible maintenant. possible, C'est plus c'est possible en tellement psychologie. complexe dans chaque pathologie et cetera que, bah, nous, il y a des troubles, clairement, on n'est pas experts, aussi experts que des experts pour Ouais. les traiter et c'est tout à fait normal et par contre, on a, une certaine expertise sur d'autres, psychopathologies parce qu'on y est vraiment bien formé et Mm. qu'on démultiplie les formations et là, je vais m'adresser à tout, parce qu'en fait, c'est des remarques qu'on a déjà eues de: «Oh, les petits jeunes», agisme, sur notre âge de, en fait, ils font des formations pour se rassurer. Non, on fait pas des formations pour se rassurer. On fait des formations parce que c'est une question d'éthique, et de déontologie à un moment donné que, Ouais. d'être sûr d'être au mieux formé pour les gens qu'on reçoit et je pense que c'est dangereux de se dire que, il faut pas, se rassurer presque et être, à ce point confiant pour se dire que, Mm. on n'aurait plus besoin de se former. C'est ça. L'expérience ne fait pas tout. Et d'ailleurs, ça c'est un vrai truc. Les vieux psys, enfin les psys qui ont beaucoup d'expérience, et notamment sur les psychologies scientifiques, sont moins bons au bout d'un moment parce qu'ils arrêtent de se former et qu'ils sont dans des Mmh, automatismes. mmh mh. Et c'est en fait c'est aussi ça que ça permet la formation de se remettre à jour. Ça permet de ne pas rester fixé sur des croyances, sur ses automatismes, sur des choses comme ça, et toujours critiquer sa pratique, quoi. Attention, en disant ça, on ne dit pas que les vieux psys sont pas bons. Non, non, pas du tout, hein. Non, mais vraiment, c'est important de le Non, mais oui, préciser, pas du tout, du tout. ils se Ce forment qu'on plus. veut dire, c'est que la longueur de l'expérience n'est pas forcément toujours gage de Voilà. qualité. Peut être, Sur ce enfin, critère seul, voilà, c'était voilà, ça en fait ce seul le truc. critère-là n'est pas suffisant comme gage de qualité et c'est important de continuer de se former, même si on a 20 ans d'expérience, Faut pour que ça continuer à se évolue. mettre à jour. Voilà. Et d'ailleurs, bah, de plus en plus, il y a l'idée que il va y avoir donc le master, et puis après 3 ans de formation pour devenir psychothérapeute ou faire de la Mm, psychothérapie. mm. Donc, on ne sait pas sous quelle forme ça pourrait prendre, mais ça pourrait être sous la forme d'internat où on fait des stages rémunérés. Ça peut être sous la forme d'une formation spécifique. C'est ce qui se passe en Belgique, par Ouais. exemple. Oui, puis Donc, pour homogénéiser au aussi Québec aussi. les formations. Mais nous, après le master, on a enclenché sur un DU de 3 ans, avec à chaque fois des écritures de mémoire. Et on a fait des formations annexes. On a fait formation Hmm. annexe à la thérapie de couple. On a fait une formation annexe à l'entretien motivationnel. Là, on va faire des formations annexes sur le rescripting. On se forme, quoi. On se forme, on va à des congrès, on va à des conférences. Du coup, ça répond aussi, parce que je sais qu'on avait une question de comment on fait pour se former, nous, ben, en faisant tout ça, en fait, en se supervisant, en allant à Hmm. des congrès, en continuant de lire. On s'impose aussi ces En lectures-là prenant des stagiaires aussi. parce qu'on fait des posts Instagram et qu'on essaye d'être toujours à jour des infos qu'on vous Ouais. donne. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet ça. Et en continuant de se former. Et Hmm. puis en faisant des intervisions aussi. Donc tout ça, ça participe en fait à rester à jour et c'est hyper important. Mais du coup, tout ça, c'est en plus d'un master, clairement. Oui, oui, c'est ça. Donc, ouais, non, je pense qu'il faut vraiment toujours continuer à se former. Ouais. Ça, c'est une vraie qualité du psychologue. Et ben justement, donc où est-ce qu'on actualise nos connaissances au quotidien? Ben, on a tout dit. Après, ouais, stagiaire, ça il faut Mmh, pas mmh perdre mh. de ça, parce que ça nous permet d'avoir des cours à jour et des choses comme ça, et de se confronter aussi à la nouveauté des personnes qui savent bien. PubMed, donc voilà, c'est de la lecture, le ResearchGate, bon bref, plein de choses comme ça pour continuer. Il y a une question, c'est est-ce que c'est embêtant de pas pleurer en thérapie? Je pense que c'était est-ce que c'est problématique que si vous pleurez pas, si vous n'arrivez pas à pleurer pendant votre psychothérapie? Non, pas de souci. Non, Le pleur n'est pas un gage de réussite de la thérapie. non, c'est clair. Puis si un jour ça vient Ouais, et si ça voilà, vient pas, c'est pas très c'est ça. grave, Et puis souvent, si on est focus sur un truc en se disant: «Tiens, c'est bizarre, je pleure pas», on pleure pas. en fait, on pleure pas. Donc non. Et puis aussi, je pense qu'il y a un peu ce truc-là qu'en psychothérapie, justement, on va pleurer et c'est ça qui va tout délivrer parce qu'on va pouvoir lâcher toutes les émotions. C'est plus complexe que ça en soi, Ouais. voilà, il y a pas, voilà. Des fois, bah, moi, j'ai des personnes qui pleurent jamais et qui vont mieux après, quoi. Et l'expression émotionnelle peut se faire autre que par le pleur. Est-ce que vous acceptez des cadeaux de la part des patients? Oui. Oui. Ouais, c'est déjà arrivé, souvent ils sont exposés d'ailleurs sur notre étagère. On en a déjà eu, on accepte. De toute façon, on va pas Mais refuser quelque chose qui est pareil, en fait, spontané, il y a mais pas de règle là-dessus, ouais. enfin, c'est OK, c'est gentil, c'est
Je me verrais pas, enfin en plus je me verrais pas. Ah non, ouais. Je sais qu'il y a des psys qui font ça. Non, c'est pas ça. Mais après, ça c'est très personnel. Moi je pense que. Nous, on refuse pas. Après, par contre, ne faites pas des gros. Par contre, c'est pas obligé. Enfin, je veux dire. Ne faites pas des gros cadeaux à vos psys, c'est leur métier, c'est leur job, c'est normal. C'est trop mignon en fait. Hein, mais par contre, quand on fait des fins de suivi et que c'est pas le cas, ce qui est d'ailleurs en majorité le cas, pas le cas. On se dit jamais, on va pas offert de cadeau, mais ça va pas. Le cadeau, c'est que vous allez mieux, vous payez ce service aussi. C'est clair, c'est notre travail, quoi. Donc vraiment, c'est toujours chou et pris avec attention et on est toujours très émus, mais voilà, c'est pas une obligation, mais on les accepte. Avez-vous déjà refusé un patient et pourquoi ? Oui, c'est déjà arrivé. Et pour plein de raisons. Quand on se sent pas compétent. Quand on n'est pas formé. Il y a des pathologies que je suis pas assez formé, pas assez compétent, où je renvoie. La majorité du temps maintenant, c'est juste parce qu'on est complet et qu'on n'a plus de place. Voilà, c'est ça. Ou en tout cas, voilà, c'est sur la liste d'attente et donc du coup, on prend au fur et à mesure, on peut pas prendre, sauf pour les adressages ou des choses comme ça. Mais ouais, à part ça, moi, ça m'est déjà arrivé d'arrêter un suivi, mais ça c'était plutôt en clinique psychiatrique parce qu'il y avait dépassé les limites du cadre qui n'était pas voilà et que j'arrivais pas à recadrer. Mais à part ça, voilà. De toute façon, voilà, dès qu'on se sent pas compétent ou même qu'on se sent pas émotionnellement apte à. Ou qu'on ait une limite et qu'on n'arrive pas à sortir. Ou aussi parce qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui. Enfin, tu sais, soit c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un ou des choses comme ça, ça peut être. Ouais. Non, si, aussi, un autre exemple qui est moins fréquent, beaucoup moins fréquent, mais qui peut l'être, c'était une personne qui était venue, sa symptomatologie, effectivement, avait des retentissements sur sa santé mentale, mais en fait, c'était pas du tout un problème psychologique, c'était une apnée du sommeil. Et donc, je l'ai envoyé chez un médecin qui a réglé son apnée du sommeil et les troubles psy ont disparu. Checker toujours le sommeil. Ouais, il faut toujours checker. Non, il faut checker le médical aussi. C'est important parce que des fois, en fait, on s'acharne à résoudre des problèmes psy alors que c'est autre chose. Somatique. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des patients en crise suicidaire ? Oui. C'est arrivé plein de fois. Plusieurs fois. Et on accompagne. On est formé pour et on fait attention à ça. On évalue. Et voilà. On coucoune et on travaille avec les pompiers, choses comme ça. Et voilà, ça se passe toujours très bien. Mais on a déjà eu le cas plusieurs fois. Ouais. Si vous êtes psy et d'autant plus si vous commencez en libéral, il faut bien se renseigner sur ça. C'est important. Parce que ça arrive et c'est pas parce qu'on est en libéral qu'on n'a pas justement des fois des moments compliqués. Ça arrive quoi. Est-ce qu'on a un avis sur l'ICV ? Donc l'ICV, alors je ne saurais même pas le traduire, je ne saurais pas le traduire, mais en tout cas c'est une thérapie donc, qui est une nouvelle forme de thérapie qui est proposée pour le psychotrauma. On ne va pas vous donner notre avis, on va juste vous donner l'état de la science actuelle qui n'est pas très probante pour le moment. Pas encore, ouais. Après, c'est une nouvelle thérapie, donc c'est difficile de donner vraiment des infos là-dessus, mais a priori pour le moment, en termes d'efficacité, il n'y a pas plus de preuves que ça. Quoi. Des thérapies qui sont plus efficaces et qui fonctionnent bien. Donc, pour le moment, il y a mieux. Voilà. Pour le moment. Après, on verra. Donc pour l'instant, on ne peut pas vous dire plus. Après, les fondements théoriques ne sont pas déconnants. Il y en a 2-3 aussi. Donc bon, après ça, c'est pas dans les détails. Donc il faut... Ouais, je pense c'est des choses à améliorer encore. Comment évaluer la qualité de la relation thérapeutique ? Il y a plein de choses. Si vous vous sentez bien... Ah, ouais. Alors, ça dépend de quel point de vue. Alors si c'est de notre point de vue, en fait, nous, on demande et on le sent. En fait, on le sent. Il y a des échelles qu'on peut faire passer pour savoir un peu... comment est la qualité de la thérapie, mais surtout le demander, discuter. Je pense que ça, c'est le mieux. Et vous, si vous êtes en tant que patient et vous demandez ça, déjà, si vous le demandez peut-être parce que vous avez un doute, ça, il faut questionner votre thérapeute. Après, en général, quand il y a une bonne alliance, on se sent à l'aise de parler de ce qui nous traverse, on se sent en sécurité, on se sent pas jugé et on a la sensation d'avancer quand même. Voilà, mais on y va. Donc voilà, mais questionnez. Ça, vraiment, on y va et on se questionne. Alors, la question, c'est quelle posture vous avez face aux dérives sectaires et notamment avec des personnes comme Lise Bourbeau. Lise Bourbeau. Qui est psychologue, je crois, d'ailleurs. Elle est rien du tout, Lise Bourbeau. Ah non, je crois pas. Ah non, elle est rien du tout, Lise Bourbeau. Ah oui. Elle est même pas psychologue. Non, elle est même pas psychologue. Alors. Non, mais elle est visée par la Milvilude pour dérives sectaires, effectivement. Voilà, c'est la personne qui a écrit Les 5 blessures de l'âme. Donc elle a fait un best-seller, vous imaginez un peu le problème. Donc elle arrive quand même à détecter des blessures et donc ça donnerait même des physiques chez des gens particuliers. C'est basé sur rien.
pour répondre à cette question, bah, après, je pense que si vous connaissez bien notre compte, vous savez comment on se positionne face aux dérives sectaires et notamment dans la santé mentale. C'est dangereux, voilà, comme tu dis, c'est dangereux. La santé mentale, c'est pas un jeu. On a un épisode d'ailleurs dessus, sur ça. C'est pas un jeu. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc moi, que je reproche aux psy et que je continuerai à reprocher aux psy. On a une responsabilité aussi de dénoncer les gens qui font de la santé mentale sans être formés à la santé mentale. Voilà. Oui, et c'est OK parce que je pense que la crainte aussi, c'est la peur. Enfin, nous, ce qu'on nous renvoie toujours, c'est le manque d'ouverture d'esprit. Ouais, c'est ça. En fait, l'ouverture d'esprit, c'est super, hein, et je pense pas ne pas être ouvert d'esprit. Simplement, là, il s'agit de la santé mentale des gens. Donc, c'est un métier, à un moment donné, il y a des choses à apprendre, des choses à savoir. C'est toujours pareil, une question d'éthique. L'ouverture d'esprit, il n'y a pas de souci. Moi, l'ouverture d'esprit, je la prends dans le sens où je continue de me former et je ne suis pas rigide sur mes acquis et je ne souhaite pas m'enfoncer dans une école de pensée en me disant que j'ai tout compris, tout appris sur la psychologie et que du coup, je ne vais pas progresser. Mon ouverture d'esprit, je la vois comme ça. Par contre, effectivement, je n'ai pas d'ouverture d'esprit sur les dérives, en fait. Oui, c'est ça. Et ça porte le nom de dérive et ce n'est pas pour rien. C'est dangereux pour les patients. Ça retarde des prises en charge efficaces, ça retarde des diagnostics. Donc ça pourrit la vie des gens, en fait, tout simplement, parce que ça n'aide pas. Et au contraire, ça peut aggraver vraiment, véritablement des troubles. Et quand vous avez des personnes qui ne sont pas formées à la santé mentale, qui n'ont aucune formation en psychopathologie, qui n'ont jamais fait de stage en psychiatrie ou dans des services où ils sont en contact auprès de personnes qui souffrent, mais qui se lancent du jour au lendemain sans aucune formation auprès de la santé mentale des gens, c'est le risque vraiment de faire n'importe quoi. Il y a des gens qui vous parlent de vous libérer de vos traumas. De réussir là où la science a échoué. Ou même tous les codes de la dérive. Non, mais tous les experts en HPI, HPE, tout ça, ces gens font du business sur votre santé mentale. Enfin, sincèrement, ils se font du blé sur votre santé mentale. Et c'est important de dénoncer ces gens-là. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que ces gens croient profondément à ce qu'ils font. Il n'y a pas de souci. Mais ça suffit pas, en fait. Voilà. Et on est tout aussi exigeants donc avec nous-mêmes, mais aussi avec les gens de notre profession. Et donc, c'est aussi important que quand on en a une profession comme les nôtres, d'être à la hauteur des responsabilités de cette formation. Et donc, pareil, on ne va pas vers des dérives ou vers nos croyances pour soigner. Quand tu es psychologue et que tu tires les cartes, c'est pas OK. Voilà. Quand tu es psychologue et que tu fais de l'ésotérisme ou des choses comme ça, c'est pas normal, en fait. Est-ce que les psys mentent aux patients? C'est rigolo la question. C'est vraiment, du coup, quand on a lu la question, on s'est dit, est-ce que je mente? C'est le doute un peu. Du coup, non. Non, pas vraiment. Pas vrai. Non, mais en mode, je pense que parfois, ça a déjà dû t'arriver de moment où tu as un petit doute en fait sur est-ce que là on va y arriver ou t'es pas sûr, mais que c'est pas mentir en fait, c'est juste arranger un peu la vérité parfois pour aller dans le sens de ce que. Parce que des fois on n'est pas sûr de trucs, tu vois. Oui, alors, je sais pas comment expliquer. non, mais je vois ce que tu veux dire. On va être garant de toujours susciter la motivation, voilà, l'espoir et des choses comme ça. Donc, du coup. Mais c'est pas mentir. Non, parce qu'on y croit vraiment en soi. Oui, mais. Non, mentir, il y a des fois, tu fais des paris, quoi. Mentir, ça serait dire une personne te demande est-ce que j'ai un trouble, et choses comme ça, et tu lui dis non, pas du tout. Alors que si tu sais qu'elle a un trouble, ça serait. Non, ça, c'est pas possible. Non, on ment pas. On ne ment pas. Comme d'ailleurs, quand j'ai de l'information. Par exemple, pour le coup, j'ai une idée d'un trouble. Moi, je sais qu'une personne a un trouble spécifique. Je garde pas cette information pour moi. Je leur demande, je leur dis, écoutez, j'ai une idée. Est-ce que vous vous sentez prêt ou pas à entendre ça ou est-ce que je vous le dis pas pour l'instant? Oui, j'ai plein d'exemples en ce sens où même des fois, ils vont me raconter un comportement qu'ils ont eu et moi, je sais que personnellement, à ce moment-là, c'est pas hyper adapté. Et je vais pas leur mentir en leur disant c'est super ce que vous avez fait si je le pense pas. Bon, je vais leur dire vous voulez mon avis ou pas. Et après on en discute. Et on le place toujours dans un contexte c'est toujours dans la bienveillance et c'est pas dans le jugement. En soi qu'on donne, ça va être au service de leur amélioration. Bien sûr, toujours. Donc non, on ment pas aux patients. Non, on ment pas, ça c'est sûr. Quels étaient vos sujets de mémoire? Alors là, on commence à en avoir pas mal des mémoires. Alors, j'en ai écrit 4. Le premier, moi, je l'ai fait sur la répétition de la maltraitance dans les familles. Ouais, moi, je l'ai fait sur sentiment d'efficacité personnelle et apathie. Ok.
c'est le premier. J'étais déjà engagée, moi, dans les mémoires, faut le savoir. Le deuxième, moi, je l'ai fait spécifiquement sur la crise suicidaire, la gestion de la crise Et moi, suicidaire. je l'ai fait sur rumination et insomnie. Ensuite, j'ai fait phobie de la chute. Moi, j'ai fait sur prise en charge donc, d'un trouble du dysmorphisme corporel ou dysmorphophobie pour ceux qui me connaissent. Et après, j'ai fait stress post-traumatique. Et moi, j'avais fait un truc encore sur l'insomnie. Voilà. Et cette année, c'est en cours. Voilà. C'est pas encore ton sujet? Non. Bien sûr. Moi, ça sera sur prise en charge par une approche processuelle d'une personne en situation d'épuisement professionnel et présentant plusieurs troubles psychologiques. Comment faire, en fait, quand plusieurs troubles sont là en même temps pour aider une personne sans faire trouble par trouble. Nickel. Donc, c'est sur moi, les nouvelles approches ça, et tout ça. Bientôt. Voilà. Ça, c'est les nouvelles approches qu'on a quand on vous parle un peu, ces approches processuelles et tout ça. Mais voilà, je pense que je vais faire sur le stress post-traumatique encore. Ok. Très bonne idée. Être couple avec un psy, avantage ou neutre? Ou même inconvénient? Je trouve que c'est cool d'être avec une psychologue, moi. En même temps, t'imagines, là, tu m'annonces. Franchement, c'est l'enfer. J'en peux plus. Non, mais c'est un couple, on pourrait dire, c'est peut-être atypique. Parce que du coup, pour les gens qui nous... Non, mais si, pour les gens qui nous connaissent, c'est vrai qu'on... C'est rigolo, parce qu'on se dispute comme des psys, quoi. Oui, on se dispute en psy. On se dispute, on se fait des analyses fonctionnelles de nos disputes. Ça nous arrive, ouais. Par contre, après, tu dis ça, mais on a quand même des disputes normales oui, en on mode... a des réflexions de psy, donc c'est hyper cool, parce que c'est constructif, tu vois. Et puis on est hyper conscient de ce qui bug chez nous ou de ce qui peut bégayer chez les autres. Et du coup, c'est entraider, tu vois. Ouais. Non, en vrai, c'est très cool. Après, c'est vraiment, je pense que ça dépend. Moi, c'est très personnel. Nous, là, vraiment, nous, on est très contents de ça. Nous, on est très contents de nous. Après, non, mais on a des collègues, par exemple, qui disent c'est cool, moi je suis content parce que comme ça, je rentre, je parle plus du tout de mon métier. Oui, alors que nous, par contre, on fait que ça. Voilà. On adore ça. Après, on est vraiment passionnés, mais c'est vrai que c'est particulier parce qu'on bosse ensemble. On est parents ensemble, on est amis ensemble, on fait tout ensemble. Quoi. Donc, nous, on a notre équipe là-dedans. Oui, voilà, mais après, c'est très personnel, franchement. On pourrait pas tirer de notre expérience une règle générale de savoir. Je pourrais jamais vous dire, non, mais si, il faut être en couple avec des psys parce que c'est les meilleurs. Pas du tout, je pense que ça dépend vraiment. Et je pense que ça dépend de chaque. Enfin, t'as beau être psy, ça définit pas toute ta personnalité. Non, il y a des psys avec qui je pourrais pas être en couple. Oui. Donc je pense que c'est toi que j'aime. C'est rassurant quelque part. Sinon, c'est toi. Être en couple ensemble, c'est cool. Si on devait répondre à la question. Oui, voilà. Non, mais c'est cool pour des aspects. Par exemple, nos amis qui n'ont pas de couple psy, justement, ils sont contents aussi de venir parler avec nous parce qu'on peut parler de psy, justement, alors qu'on peut pas le faire avec nos conjointes. Ça dépend de chacun. C'est vraiment drôle parce qu'on est vraiment très différents sur ça. Lui, il adore blablater sur son intimité et tout. Alors que moi, je suis toujours à freiner des cas de fer. C'est une question qui m'a mis au défi. Moi, je pense que c'est super quand même. Bah ouais. Tiens, regarde, petite question encore. Comment Mathilde a géré l'annonce de son congé mat avec ses patients? Ce qui m'a poussée déjà à le faire, c'est que je commençais à avoir le manque du mot, ce qui m'arrive déjà sans être enceinte. Mais concrètement, quand tu fabriques un être humain, tu es un peu plus fatigué. Et donc, vraiment, il y avait des fois où littéralement, je ne terminais pas mes phrases. C'est vrai, ça, oui, c'est vrai. Mais je ne terminais pas mes phrases. Et je sentais que mes patients étaient là en mode bizarre, la couche, elle ne termine pas sa phrase en fait. Ça se voit que tu t'es arrêté en plein milieu de la phrase. Donc vraiment, j'avais vraiment le manque du mot, quoi. Je cherchais mes mots parce que je pense que j'étais plus fatiguée et que mon esprit était peut-être plus préoccupé. Et donc ça a été la première étape qui m'a dit peut-être qu'il va falloir leur annoncer que je vais bientôt partir de toute façon. Donc moi, je l'ai annoncé de façon très factuelle et officielle, un peu en mode coucou, je suis enceinte. Et puis à ce moment-là, c'est moi qui ai pris le relais de certaines techniques. Et puis en fait, c'est là où on a engagé un relais. Donc tu as pris le relais de ma patientèle. Et après, moi, j'ai repris avec des nouveaux patients, le cas gardé mes patients parce que ça se passait très bien, il n'y avait pas de doute là-dessus. Et moi, j'ai repris après plusieurs mois. C'est l'avantage de travailler en équipe aussi, c'est qu'on a cette flexibilité. J'ai organisé un relais, quoi. Tout le monde n'est pas parti avec toi. Non, d'ailleurs, tout le monde ne voulait pas. Voilà. Mais j'ai organisé des relais et après, ça s'est bien passé. Ouais. J'ai terminé les suivis que je devais terminer. Et après, j'ai repris au bout de 6 mois post-accouchement parce que voilà, j'ai pu mettre mon baby à la crèche 3 après-midi par semaine. Ou comme ça. Voilà. J'ai repris tranquille parce que c'était important pour moi de m'occuper de ma fille et que j'ai eu la chance d'avoir le choix aussi de le faire.
Quel conseil on aurait à donner à des étudiants en psychologie? 1000 conseils? Suivre notre compte, premièrement. Non, non ça dépend où est-ce que vous en êtes dans vos études, mais En vrai, on a fait plein de posts sur on a Insta fait des trucs là-dessus, mais des conseils qu'on pourrait donner à des étudiants, donc mais, allez voir, mais faites des pauses, prenez du temps pour vous. Non, on mais n'avait oui, pas les mêmes vraiment. conseils. Non, mais si. non, mais il faut bosser, mais si tu veux bosser efficacement, Oui, il faut aussi prendre soin de toi et faire des pauses. C'est hyper important. Il y a d'autres façons de s'informer. Écouter des podcasts, du coup, sur santé mentale, ouais. Sur la santé mentale, bien sûr. Oui, si t'écoutes des podcasts sur la cuisine, je suis pas sûre que ça t'aide beaucoup. Mais des podcasts sérieux, je veux dire, participer en cours, faire des conférences, choisir des stages alors j'allais dire qui vous plaisent, mais avoir des stages déjà c'est pas mal en psycho. Donc voilà, le plus important, moi je pense que c'est d'avoir quand même des ressources à côté. Ouais, préparez bien la sélection aussi. Sélection, c'est quelque chose de rude, on n'est pas tous. En vrai, dès la L1, il faut y aller, quoi. Si vous êtes déter. Partir de ce principe-là. Puis après, allez regarder, on a fait quelques petits posts là-dessus qui sont bien, je pense. Et puis surtout, n'hésitez pas à communiquer. Nous, on essaye, alors on n'a pas toujours le temps, on n'y arrive pas toujours, mais on essaie de toujours prendre le temps pour les étudiants, donc n'hésitez pas à envoyer des petits messages, on essaie d'y répondre toujours. Ah, j'adore cette question. Que dit la psychologie scientifique sur les croyances et les religions? Mais ça, c'est des questions qu'on n'aborde pas beaucoup. Ça mériterait un vrai épisode, quand même. Mais c'est important pour moi juste d'en parler un peu, parce que je pense qu'on peut avoir la croyance que du coup, on ne laisse pas de place aux croyances et aux religions dans nos psychothérapies. Et en fait, pas du tout, parce que pour le coup, on se base sur la science. La religion est un facteur protecteur. Ça aide vraiment les gens. Et nous, on est hyper respectueux des croyances et de religions de chacun, parce que c'est un vrai facteur protecteur. Alors, tant qu'elles n'ont pas d'impact sur leur vie, parce que c'est aussi possible. Par exemple, si tu crois à fond à la loi d'attraction et que tu vois tout par ça, ça a un impact. Donc, on va aider les personnes aussi à moduler leurs croyances par rapport à ça. Mais pour ce qui est de la religion en tant que telle, c'est un vrai facteur protecteur. Ça a vraiment de l'aide. Ça apporte vraiment de l'aide aux personnes, et ça peut vraiment améliorer la santé mentale des gens quand c'est important pour eux. Donc, n'adhérez pas à une religion pour faciliter votre santé mentale. Non, c'est quand c'est important pour vous, on le fait. Oui, en fait, la spiritualité peut être un domaine de vie, un pilier important chez des gens, et c'est à respecter au même titre que l'orientation sexuelle, au même titre que plein de choses, en fait, au même titre que la vie des gens. Et donc, nous, vraiment, on n'est personne pour juger de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Vous savez, pour la majorité des choix qu'on fait dans les psychothérapies, on se base sur la science. Juste la science, nous, elle nous dit la religion est un facteur protecteur. Et c'est vrai, ça se vérifie. Et de toute façon, on ne serait pas humain, non jugeant et empathique si on ne respectait pas ça. Donc, c'est des trucs on travaille, on fait avec les croyances des gens. On fait avec les croyances des gens. Ouais. Donc non, c'est vraiment des choses importantes. Et on peut même parfois se servir de la religion aussi pour aider les personnes. Je me souviens que pour une personne qui avait un TOC assez envahissant, et ça a été trop chouette, j'avais pu travailler et appeler du coup l'imam de cette personne. C'était une personne qui était de confession musulmane. Et ensemble, on avait pu travailler, parce que c'est très important de pouvoir rester sur une ligne qu'autorisait sa religion. Et en fait, on avait pu travailler là-dessus, où il trouvait des versets qui expliquaient effectivement ce que j'expliquais. Et ça avait donné une super prise en charge. Donc moi, j'ai déjà fait appel à la religion pour une crise suicidaire une fois. Voilà. Typiquement. Raccroché à des valeurs, mais ça a marché, parce que c'était un facteur protecteur à ce moment-là. Et en fait, se raccrocher à sa foi et tout ça, ça a été à ce moment-là quelque chose d'utile pour redonner un peu de sens en fait à sa vie. Faire des psychothérapies scientifiques, c'est-à-dire que c'est notre pratique qui est guidée par la science. Oui. Mais par contre, c'est pas parce on a une pratique scientifique qu'on demande aux gens de devenir scientifiques. C'est la pratique qui est guidée par la science, mais pas notre on ne juge pas en fait, et on ne cherche pas à changer ça chez les personnes qu'on reçoit, parce que ce serait pas les respecter en fait. C'est ça. Et puis ce serait aller contre ce que dit la science, qui est il faut respecter les croyances de chacun. Donc il n'y a que notre pratique qui est guidée. C'est déjà pas mal. Pratique, et nous, notre vision dans la vie, parce qu'on est comme ça, mais... On peut avoir des choses qui se rapprochent de la spiritualité. Oui. Est-ce qu'un psy a de l'empathie pour tout le monde? Moi, non. Non, moi, il y a des sujets, je le sais. Je ne serais pas un bon psy pour les auteurs de violences, par exemple, sexuelles, ou pour des agresseurs d'enfants, des pédocriminels. Je ne serais pas un bon psy. Ah oui, non, je suis d'accord, ok. Il y a des gens qui le font très bien. J'allais te dire, moi, j'ai des degrés d'empathie, mais plus...
J'arrive toujours à retrouver de la chaleur chez les gens. Ça oui, voilà. Mais il y a des choses spécifiques. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles, oui, effectivement, il y a peu de débat. Ouais, je serais pas bon. Mais par contre, il y a des petits qui savent le faire et qui le font hyper bien. Et c'est très important qu'il y ait des petits qui le fassent pour le faire parce qu'il y a des vraies choses à faire. Mais ça, c'est notre limite en fait. Mais c'est très personnel pour le coup. Moi, je suis pas bon pour ça. Mais ouais, il y a des petits qui le font bien et j'encourage à continuer à faire ça. Et c'est pas du tout mal que de faire ça, au contraire. Oui, bien sûr. Mais après, globalement, quand même, l'empathie est quelque chose d'important chez un psychologue. Est-ce qu'on a un avis sur l'augmentation des diagnostics de TSA chez les femmes ? C'est la dernière question. C'est la dernière question. Alors, je vais vous donner un avis, c'est-à-dire que c'est mon avis et donc vous en prenez, vous en laissez, voilà. Moi, je pense que, vous le savez, c'est toujours pas une nouvelle, mais on vit dans un monde patriarcal et la vérité, c'est que même en psychiatrie, la majorité des critères du DSM, qui est donc notre petit dico des psychopathos, se fie en fait à la manifestation chez les garçons et chez les hommes. Et c'est notamment très vrai dans les neuroatypies, donc TDAH, TSA notamment. Et donc, il s'avère que chez les petites filles, le TSA et le TDAH, mais aussi le TSA, se manifestent de façon différente que chez les petits garçons. C'est le trouble du spectre autistique, d'ailleurs. Oui, pardon, excusez-moi. Et du coup, vu que déjà, au niveau de comment on l'apprend, c'est déjà genré. Et qu'en plus de ça, on attribue certains critères à une vision stéréotypée chez les filles, on va passer en fait à côté de diagnostics parce que, par exemple, une petite fille qui serait un petit peu discrète, dans son coin, passionnée par les chevaux et qui lit beaucoup, ça va être une petite fille discrète, passionnée par les chevaux et qui lit beaucoup. Ce n'est pas le seul critère pour un trouble du spectre autistique, on est d'accord, mais en fait, la vérité, c'est que ça va être moins bruyant souvent que chez les petits garçons. Et donc, ça va passer à l'as, en fait. Et donc, on a des retards énormes de diagnostic chez les femmes pour les neuroatypies. Et je pense que c'est ce qui explique qu'en ce moment, on en a de plus en plus parce qu'on se dit peut-être que il faudrait regarder comment ça se passe chez elles, puisque ce n'est pas pareil que chez les petits garçons. Voilà. Non, rien à ajouter par rapport à tout ça. Effectivement, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Et il y a aussi le fait qu'on se rattrape un peu mieux sur le diagnostic aussi de l'autisme et du trouble du spectre autistique. Et je pense que du coup, il y a moins de personnes qui passent entre les mailles du filet, quoi. Oui, mais bon, après, quand tu regardes un peu les trucs, il y a quand même énormément de retard chez les femmes. Hein. Ah oui, non, mais ça, globalement, elles sont diagnostiquées plus tardivement. Donc, et ça, surtout troubles, d'ailleurs, même sur tous les troubles. Parce que pareil, on a tendance aussi à dire aux femmes, à l'inverse, pour la médecine somatique, parfois on va les taxer de c'est dans ta tête et c'est psychologique, là où elles ont des vraies pathologies. Ouais. Donc, à l'inverse, bref, c'est toujours la même chose. Vive le féminisme. Et je crois que c'est la meilleure façon de terminer cette saison. Non, mais il faut avoir. S'il y a bien un truc moi, qui m'a vraiment permis aussi de progresser dans ma pratique, c'est qu'il faut avoir un œil aiguisé de la société et comprendre aussi les phénomènes de la société pour bien prendre en charge une personne. Bon, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des envies, des projets que vous aimeriez qu'on aborde pour d'autres épisodes de la saison 2. C'était une façon de vous donner un peu la parole pour cette fin de saison. On a fait une sélection, on a déjà dit beaucoup, et vraiment, on va pas vous garder 3 heures là. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça va être très long pour vous. On pourrait faire ça, on pourrait organiser, si vous voulez, un podcast conférence, on se pose des questions et tout, on discute ensemble. C'est trop des projets. Mais on espère que ça vous a plu. Vous allez nous manquer. Puis revenez sur Instagram, on mettra un peu des choses cet été encore sur tout ça, on en discute ensemble. Merci de nous donner cette force, vous nous donnez de la force par votre engagement aussi, donc quand vous commentez, likez, notez, tout ça, ça nous donne de la force et ça vous permet aussi, vous, de diffuser de l'information juste, donc merci pour ça. Et voilà, vous avez une vraie force là-dedans. Dernière petite phrase et après on s'arrêtera là. N'oubliez pas d'aller voter dans 4 jours, parce que je pense que ça va sortir le 3 juillet et c'est le 7 qu'on va voter. Donc n'hésitez pas à aller voter. À l'heure où on fait ce podcast, on croise les doigts très fort pour que le RN ne soit pas un choix au 7 juillet. Si c'est le cas, de toute façon, je vous invite à aller voter contre le RN, quel que soit le parti qui sera en face. Vraiment, c'est important, s'il vous plaît. Voilà, on compte sur vous et on terminera cette saison là-dessus. Non, on va terminer sur autre chose, je pense. Sur un grand merci à toi, Alice, parce que c'est grâce à elle que vous avez des épisodes de qualité.
Et vraiment, merci pour l'accompagnement sur cette saison. Et puis, on espère t'avoir à la saison 2. On aura déjà parlé de ça, je pense, avant que tu écoutes ça. Mais un grand merci à toi. Vous pouvez aller la retrouver. Hein, c'est Alice, les belles fréquences. De toute façon, elle est toujours mise en bio de ce et c'est podcast. un réel plaisir de travailler avec toi. Et tu permets que tout ça soit possible. Donc, merci beaucoup pour tout. Oui, merci pour tes montages de qualité. Merci à vous tous. Passez un bel été. J'espère que d'ici là, le soleil sera revenu. Et on se dit au mois de septembre, je pense. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi, pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.